Et coucou, bienvenue dans Ciné Snacks, la chronique des séries B, du cinéma culte et des films tellement mauvais qu'ils en deviennent drôles. Je suis aujourd'hui avec Laurent. Hello. Comment ça va Laurent? Ouais, ça va, hein. Bon, démarrons tout de suite. Project Wolf Hunting est un film sorti en 2022, réalisé par Kim Hong-son. Encore une fois, quand on prononce les noms mal, on est allé chercher les prononciations et on fait de notre mieux avec ce qu'on se souvient de ce que Google nous a dit. Donc s'il y a des gens qui parlent coréen qui ne sont pas d'accord avec notre prononciation, on est désolé. On s'excuse par avance, hein. On Ouais. fait de notre mieux. Du coup, son budget est de 9 millions de dollars, ce qui est relativement peu hein, par rapport à ce qui était sorti au final. Classer ce film dans un genre particulier est un challenge, parce que le film change de ton assez radicalement au cours de sa durée. Le réalisateur a notamment refusé de clarifier la question, présentant que son film est classable dans un nouveau genre, l'hyperréalisme. C'est la première fois que j'entends ça, mais pourquoi pas. Et est-ce que tu l'aurais qualifié d'hyperréaliste, toi, du coup? C'est pas le mot réalisme qui me vient en premier quand on parle du film. La façon, je ne veux pas lui trouver d'excuses, au final, s'il dit des conneries, il dit des conneries. Mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que il voulait quelque chose de réaliste, mais avec une dose de théâtre. On a tout poussé à fond là pour que ça soit. Voilà, vraiment tous les potards sont à 11, minimum. Le film est notable pour avoir de très nombreux personnages et un grand nombre d'entre eux décèdent au cours du film, spoiler. Ce qui va rendre le résumé un peu difficile à suivre, mais on va tenter de vous faire comprendre ce qui se passe. J'aimerais également souligner que dans le DVD anglophone de Project Wolf Hunting, le film est présenté, à cause d'une coquille, comme le film le plus brutal jamais imaginé. Et c'est vrai qu'il est brutal. Il est extrêmement brutal. Laurent, qu'est-ce que t'as pensé de Project Wolf Hunting? Brutal, oui, c'est bien le mot. C'est très surprenant. Il se passe 2000 trucs à la seconde. Mais le gros avantage, c'est que on n'a pas besoin de retenir les personnages. Ils disparaissent assez vite. Ouais, il y a beaucoup de personnages qui sont là essentiellement pour le kill count. Moi, perso, j'aime beaucoup ce film. Je trouve qu'on se fait jamais chier en le regardant. Parce que tout est vraiment très speed. Et effectivement, ce changement de ton qui fait que de temps en temps, tu te dis attends, mais où est-ce qu'il va? Et ensuite, tu vois là où ça va. Et oui, c'est n'importe quoi, mais c'est toujours très fun. Oui, 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 oui. Alors, commençons avec la première scène, le bateau. Le film démarre en 2017, où un groupe de 47 criminels coréens qui ont été arrêtés aux Philippines vont être transférés vers Busan via un avion. Malheureusement, alors que les prisonniers rentrent dans l'aéroport, un homme du public, un civil, tente d'attaquer l'un des prisonniers. Mais il est stoppé par la police et avant d'être maîtrisé, il déclenche une bombe qu'il avait dans son sac à dos. L'explosion tue plusieurs policiers et provoque l'annulation temporaire du transfert. Et on a la première apparition d'un élément clé du film, le sang. C'est vrai. Le sang en grande quantité. Vous allez voir, c'est pas forcément évident à ce moment-là, mais le sang est présent dans le corps des Coréens à peu près 40 litres pour 30 bars de pression, je dirais. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de sang dans les corps et il part très très vite à la moindre petite coupure, il y a des giclées partout. Et ils n'ont pas choisi de le faire en image de synthèse. C'est des bonnes poches de sang et du sang qui est très liquide et très transparent. C'est clairement faux, mais c'est très fun. Du coup, la police décide de transférer les prisonniers via un bateau cargo, ce qui est original comme idée. Oui, bah c'était le plus simple, je pense, hein. L'avion, ça marche pas une fois. Plutôt que de passer par un endroit coupé de l'aéroport, ils disent non, bateau cargo. Voilà. Les infos expliquent également que les policiers ont été spécifiquement sélectionnés car ils sont tous compétents et ont tous au moins 10 ans d'expérience. Et je te vois déjà te marrer, Laurent. Parce qu'effectivement,
Encore une fois, petite apparence du compétentiomètre de Ciné Snacks. Les policiers sont pas tous ultra performants. Pas tous, ouais. Même quasiment aucun, quoi. Ouais, bah parce que du coup, on se retrouve avec une cinquantaine de policiers et je pense que je vais pouvoir en mettre deux hein, dans la case à peu près compétent. Ouais, et deux, aller voir trois si on est sympa. Allez. Il y a beaucoup de policiers, il y a beaucoup de taulards, du coup, je vais uniquement nommer ceux qui sont importants. Il y a Jong-do, prisonnier au tatouage, et qui a un gros appareil dentaire. Il y a Kunbe, qui est un gros prisonnier avec un maillot rayé, et c'est un big boss de la mafia coréenne. Il y a également Do-il, qui est un prisonnier tout gaminou, mais qui est traité comme un véritable danger public par tout le monde. Et enfin... ah non, pardon, il y en a encore deux. Myung-ju, prisonnière casse-pied qui passe l'ensemble du film à jacasser et à se plaindre de tout. C'est également la copine de Kunbei. Et enfin, Soo-chul, le vieux prisonnier qui n'a pas l'air particulièrement violent. Maintenant, parmi les policiers, j'en nommerai que deux. Le capitaine Lee, un vieux policier acerbe, comme on les aime bien dans Ciné Snacks, qui est en charge des opérations, et l'inspectrice Da-yeon, une jeune policière, qui me fait un peu penser à Lara Croft avec ses deux holsters. C'est vrai que ça m'est pas sauté, mais maintenant que tu me le dis, je revois le truc. Ouais, il y a un petit côté, en effet. Sur le bateau, on voit également monter un docteur et une infirmière, tous les deux des civils recrutés au dernier moment parce que le docteur de la police a annulé la veille. Et heureusement qu'ils précisent qu'ils ont annulé la veille, parce que je pense pas qu'ils aient recruté les deux meilleurs, hein. Non, l'infirmière notamment. L'infirmière, on y reviendra, mais vous verrez qu'elle sert pas à grand chose. Elle est surtout là pour être jolie en fait. Jong-do, le prisonnier qui est couvert de tatouages, provoque le capitaine Lee en lui disant qu'il a trouvé des photos de sa fille sur internet et qu'il la trouve vachement jolie. Et en réponse, Lee lui explose la tronche à coups de matraque. Il lui explose bien la gueule d'ailleurs. Alors, étonnamment, il tape beaucoup, assez longtemps et fort, mais il saigne pas trop. Contrairement à tout le reste du film, où à la moindre petite frappe, il y a du sang partout, là, ça va, c'est... Ça va, oui. Oui, parce qu'il y a même de temps en temps des coups de poing qui provoquent des explosions de sang, alors que là, c'est un gros matraquage. Et il le tabasse tellement que même les autres policiers finissent par s'interposer. Pendant que ce petit monde embarque sur le bateau, on voit un centre de commande coréen, à Busan du coup, où se trouve un groupe de policiers chargés de superviser les opérations. Ils sont expulsés du centre de commande par Oh Dae-woong, qui explique qu'il est le chef des opérations spéciales et qui va prendre le contrôle des opérations à partir de maintenant. On va préciser un truc, le centre de commande de Busan s'appelle le VTS, et au début du film, quand ils disent il nous faut l'autorisation de VTS pour continuer, au début, moi je croyais qu'ils avaient dit BTS. Et ça m'a fait beaucoup rire l'idée qu'on demande à un groupe de K-pop son autorisation. Je ne savais pas qu'ils avaient cette autorité, mais au final, c'est logique. Oui, mais c'est plus qu'un groupe de K-pop, c'est des demi-dieux, c'est eux qui contrôlent le pays maintenant, j'ai l'impression. Sûrement. Eux et StarCraft. Alors, je sais que je viens de balancer 10 personnages à retenir d'un seul coup, mais comme il y a plus de 100 personnes sur le bateau, je vais seulement vous demander d'en retenir une dizaine, pour au moins que le film soit compréhensible. Scène suivante, le départ en mer. Les prisonniers sont placés dans leur cabine/cellule et menottés à des tuyaux. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, et les policiers leur lisent leur chef d'inculpation, puis ils organisent la garde, les différentes rondes, etc. Et pendant ce temps, le bateau quitte le port, direction la Corée du Sud. Dans l'infirmerie, le docteur prépare un sac dans lequel il met plusieurs équipements médicaux, dont une grosse seringue qui, pour moi, a l'air de sortir du XVIIIe siècle. C'est vrai que ça fait un peu grosse seringue en verre avec les petites anses en métal là qu'on voit dans les vieux films. Très, très old fashion. Du coup, on ne sait pas trop pourquoi elle est pour l'instant.
Et l'infirmière se plaint qu'elle n'a pas amené de bière avec elle. L'infirmière est la seule qui a compris que quand t'es sur un bateau, tu picoles. C'est Exactement. comme ça. Que tu sois en croisière, en exploration, non, t'es sur un bateau, comme les pirates, tu te réveilles au rhum. Et je crois que c'est une technique contre le mal de mer, ça doit être ça. Sans doute, sans doute. Le docteur se rend ensuite dans la cuisine, où on voit les prisonniers qui préparent leur repas et le repas des prisonniers. Le docteur, du coup, récupère à manger, puis reprend sa route en regardant de tous les côtés d'un air louche. Il me fait penser au chien dans Les Simpsons. Il descend dans les entrailles du vaisseau. Au même moment, les policiers se mettent à distribuer leurs repas aux prisonniers, et ils sont aidés par 2 techniciens qui leur filent un coup de main. Et quand personne ne fait attention à eux, l'un des techniciens va prendre une pince et couper le verrou d'une des portes. C'est là qu'on se rend compte que il y a quelque chose de suspicieux sur ce bateau. Oh là là, ce monsieur a l'air un peu louche. Hmm. Le docteur arrive enfin à sa destination. Il s'est glissé un peu partout dans la salle des machines et tout. Et du coup, dans la cale du bateau, il y a un compartiment secret dans lequel il trouve 2 gardes et un dispositif assez particulier. Dans la cale, du coup, il y a un homme en costume de prisonnier qui est attaché à un lit, un lit recouvert d'orbises, et avec des insectes qui courent dessus. L'homme, du coup, a le visage couvert de sang séché et des cicatrices de partout, et également des agrafes sur les yeux. C'est très Halloween comme... On sait jamais hein, s'il se réveille. Euh, et du coup, on commence à se poser vraiment des questions. Là, on est clairement en train de nous donner un indice. Est-ce que ce film, qui a l'air d'être un thriller policier, ne serait pas en train de devenir un film d'horreur? Un petit peu, hein. Avec le... Il fait un peu monstre sorti de film d'horreur, prêt à dégommer tout le monde sur le bateau. Ouais. Sans spoiler, hein, mais... Le bonhomme sur le lit, du coup, a également des intraveineuses au bras, des insectes qui courent de partout sur son lit. Et quand le médecin lui ouvre la bouche, il constate qu'elle est pleine d'asticots. Il avait peut-être faim. Ouais, ou peut-être que ça lui tient compagnie. Ouais, qui sait. Le médecin, du coup, lui injecte un produit violet qu'il décrit comme un anesthésiant. Produit violet très funky, hein. Moi, j'injecterais pas ça dans quelqu'un. Je suis pas médecin, mais... Après, vu la tête du malade, oui, c'est peut-être il déjà... craint plus grand-chose. Voilà, c'est peut-être déjà une cause perdue, c'est vrai. Du côté des prisonniers, on voit Jong-doo qui crache dans sa main et qui retrouve du coup un morceau de son appareil dentaire. En fait, se faire tabasser par le capitaine Lee, ça faisait partie de son plan. Et du coup, il utilise ce morceau d'appareil dentaire pour crocheter ses menottes. Il est rusé, ce Jong-doo. Il est fort. Au même moment, le technicien suspect qui avait saboté la porte des prisonniers retrouve ses collègues. Ils entrent dans une salle qui contient plusieurs caisses, et dans ces caisses, on trouve tout un tas d'armes, de gilets pare-balles et de billets de banque. Alors, je voudrais noter 2-3 trucs. Bon, déjà, ils ont réussi à faire rentrer ça sur le bateau. Le technicien et ses potes sont bien évidemment pas des employés du bateau, ce sont des bandits, comme un flashback va nous le montrer. Ils ont assassiné les vrais techniciens du bateau et ils ont pris leur place en prenant leurs papiers. Et du coup, juste avec les papiers de quelqu'un d'autre, ils ont pu monter sur le bateau avec du matériel, etc. Cette opération est un petit peu bancale déjà. Oui, mais heureusement, c'est que des policiers d'élite. Ouais, Les meilleurs des exactement. meilleurs. Et je voudrais aussi noter une chose, j'ai aucun souvenir que quelqu'un porte un gilet pare-balles dans ce film. Alors qu'il y en a dans la caisse. C'est vrai que maintenant que tu le dis, oui, à part dans la caisse, j'ai pas souvenir qu'il y a un gilet pare-balles à un moment donné. C'est dommage, il y a des moments où ça pourrait être utile. Au début. Au début. Alors que les gangsters se déplacent dans le bateau, ils tombent par inadvertance sur un groupe de policiers. Et quand les policiers voient qu'ils ont des armes, ben, ils commencent à se douter qu'il y a anguille sous roche. Et encore, ils mettent le temps. Hein. Oui, Il y a bien 3 bonnes minutes en disant tiens, c'est bizarre,
Il a un M16, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est effectivement pas les meilleurs policiers du monde, bien qu'ils aient 10 ans d'expérience. Je suppose qu'il y avait beaucoup de bureaucratie. Ouais, ça doit être ça. Et du coup, les techniciens se mettent à massacrer les policiers à coups de couteau, de marteau et même de pistolet à clous. On sait pas d'où il sort, mais Mm. on prend. Et c'est là ce que je vous disais, quand le sang gicle dans ce film, le sang explose comme même Tarantino n'oserait pas le faire. Ça part vraiment dans tous les sens, à grosse pression. Comme le mec qui se fait clouter le front. Il y a pas beaucoup de grosses veines dans le front. Et pourtant, ça pisse. Bref. Les techniciens gangsters se séparent. Un groupe va à l'étage des prisonniers, l'autre groupe va à la cabine de pilotage. Dans la cabine de pilotage, ils vont massacrer le capitaine, ses officiers, mais ils en laissent deux en vie. En disant, ouais, vous arriverez à piloter le bateau? Mais oui, oui, oui. Du coup, bah, c'est un coup de bol qu'ils arrivent à le faire à deux, parce il avait tué tous les autres. C'est vrai qu'ils ont commencé à buter tout le monde avant de demander si les autres savaient piloter. Après, j'imagine que c'est dur de se fier, par exemple, si t'arrives et qu'il y a 5 personnes, et tu dis, de combien vous avez besoin pour piloter le bateau? Oh, une seule personne. Non. Qu'est-ce que t'as dit, Marcel? Les techniciens envoient ensuite un de leurs hommes sur le toit pour couper les communications du bateau. Dans le centre de commande, à Busan, c'est la panique parce que ils perdent le contact avec le bateau, du coup. Après, ils sont moyens paniqués. Hein. On a perdu le bateau. Bon, bah. Ah, il y a quand même un peu d'engueulade, hein. Ils se font défoncer par le chef, mais eux, ils ont pas l'air très traumatisés, quoi. Ah oui, bah. On va regarder le satellite, hein, ça doit être la météo. La policière qui est de garde auprès des prisonnières femmes se rend compte que son téléphone et son talkie-walkie ne marchent plus. Et donc elle part retrouver la raison de cette panne. Elle laisse sa collègue et c'est à ce moment-là que l'une des prisonnières dit Ah, ma grande, j'ai la nature qui m'appelle. Et encore une fois, enfin vous verrez quand on va revenir sur cette scène-là, compétence, non. Du côté des prisonniers, Jong-doo et son compagnon de cellule ont pu se libérer. Mais il y en a un qui fait du bruit. Du coup, il y a un garde qui vient vérifier. Et Jong-doo et son pote de cellule le défoncent. À main nue. À un moment, ils prennent les menottes pour l'assommer. Et évidemment, le mec saigne de partout. Au moment où Jong-doo attaque, du coup, les techniciens rentrent dans la pièce par la porte qui avait été sabotée et se mettent à massacrer tout le monde. Et encore une fois, ces policiers d'élite ont un temps de réaction assez catastrophique. Alors je sais qu'ils sont pris par surprise, et je sais que moi, dans leur cas, je saurais absolument pas quoi faire, mais j'ai pas 10 ans d'expérience. Ouais. Puis on n'est pas policier d'élite. Voilà. Le fait qu'il y en ait même pas un qui ait le temps de tirer un seul coup de feu, enfin bref. Jong-doo fête sa libération en volant une cigarette à l'un des policiers qu'il a tué, et puis en pissant sur son cadavre. Eh oui, c'est trop un bad boy gangster. Hein. Ouais, quand il s'allume une clope avec le frog baissé en train de pisser, c'est vraiment la figure du punk rock. Quoi. Du coup, les prisonniers sont libérés et Gunbei et 3 autres prisonniers sont chargés de ranger les cadavres dans la chambre froide. Il y a une relation un peu bizarre entre Jong-doo et Gunbei, parce que Gunbei est censé être le chef, mais Jong-doo lui donne des ordres. Bref. Après, si un mec comme Jong-doo, qui a l'air de massacrer un peu tous les gens qu'il rencontre, me donnait des ordres, peut-être que j'y réfléchirais 2 fois avant de lui dire non. Ouais, mais après, t'es pas chef de la mafia, quoi. Non, je suis pas grand-chose qui va correspondre dans ce film. Oh, peut-être qu'on sera surpris. En cherchant la cause de la panne des talkie-walkie, Diane, la jeune policière, tombe sur le docteur qui remonte de la cale. Et elle sort son flingue et elle le braque pendant un bon moment
On lui demande, ah, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire en bas C'est bien la seule qui a des réflexes, hein, qui se pose des questions quand il se passe des choses un peu Elle est, bizarres. elle est déjà sur les nerfs, en tout cas. Elle est rejointe par le capitaine Lee et par 2 autres policiers qui, eux aussi, sont venus enquêter sur pourquoi on a plus de talkie-walkie. Et ils sont distraits parce que le docteur voit un homme sur le toit de la cabine du bateau. Et ce mec tient une hache dans la main. Et là, du coup, les policiers se disent effectivement, il se passe quelque chose de louche. C'est là qu'on voit que c'est des policiers d'élite. Ils ont vite fait le rapprochement. Enfin, pas si vite que ça. Quand les policiers arrivent dans la cabine de pilotage, ils sont attaqués par les techniciens gangsters et l'un des policiers est abattu immédiatement. Et l'un des gangsters aussi d'ailleurs, parce que les gangsters se tirent les uns sur les autres, peu importe. Ils parviennent quand même à descendre les gangsters et à sauver les 2 officiers, les 2 derniers officiers qui étaient restés vivants. Et ils se rendent compte du coup que toutes les communications sont coupées et la seule option restante, c'est le téléphone satellite qui est dans la salle des machines. Et tu me faisais remarquer que, bah, comme toutes les antennes sont coupées, Bah, surtout que c'est un téléphone fixe dans la salle des machines. ouais, C'est pas, à la limite, ça serait un téléphone satellite qu'il faut aller le chercher, ils reviennent là-haut, ils tirent l'antenne, pourquoi pas, mais sur réseau fixe, ça doit bien être branché aux antennes du bateau, donc ouais, bon. ouais, peu importe. De toute façon, ils l'atteindront jamais. Non, 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 c'est un prétexte. Pendant ce temps, le médecin retourne à l'infirmerie et il se barricade. Parce que du coup, il a entendu les coups de feu et il a vu les policiers avec leur pistolet tireur. Enfin, il se dit clairement, il y a quelque chose qui se passe mal. Et tu te souviens de tout ce que l'infirmière lui balance dans la gueule à ce moment-là? Oui. Parce que elle lui dit arrêtez votre panique. Bon, elle a rien vu, donc c'est normal qu'elle. Puis elle a trouvé des bières. Donc Elle a trouvé des il y a le bières, sens ouais. des priorités. Ouais, elle est en mode croisière, hein, carrément. Mais surtout, elle commence à lui faire je parie que vous avez pas beaucoup de succès avec les femmes. Ah, vous êtes vraiment pas du tout mon type. Ah là là, j'ai vraiment pas envie de coucher avec vous. Et au bout d'un moment, tu commences à te dire mais t'es qui? Et le médecin a plus de patience que moi. C'est là qu'on voit que c'est un médecin. Parce que lui, il arrête de l'écouter. Il s'assoit devant la porte et il l'écoute plus. Moi, il y a un moment où j'aurais juste hurlé au visage. Mais ça, c'est juste moi. Gunbei et ses 3 gangsters finissent de ranger les cadavres des policiers dans la chambre froide. Et on voit que le sang des cadavres tombe Dans l'évacuation, dans la bande de fond, là. Voilà. Et cette évacuation, malheureusement, elle passe par la cale. Et ça tombe sur... C'est vrai que c'est pas de chance, parce qu'il y a pile un problème au niveau d'un raccord qui est au-dessus de notre ami dans sa boîte. Voilà, l'homme aux yeux agrafés. C'est vrai que c'est vraiment pas de bol. Et ça l'agite, il commence à bouger. Les gangsters arrivent dans la salle des machines avant les policiers et ils ont le temps de détruire le téléphone satellite. Ils ont le temps aussi de tuer la plupart des machinistes. Tous les machinistes. Non, parce qu'il en reste un ou deux quand les policiers arrivent, mais qui vont buter Ouais. très rapidement aussi. Ouais, il en reste un quand les policiers arrivent et effectivement, il va mourir très vite. Quand les policiers, du coup le capitaine Lee, Dion, et ainsi que d'autres collègues, donc en fait un peu tous les policiers qui restent sur le bateau, quand ils arrivent enfin, le dernier ingénieur, du coup, les supplie de ne pas tirer dans la salle des machines, parce que ça peut arrêter le bateau à n'importe quel moment. Eh oui, ils insistent bien sur le fait que c'est très dangereux. Ouais. Et que ça va poser des problèmes. Le bateau peut s'arrêter et se retrouver bloqué, quoi. Voilà. Du coup, pour le remercier de son conseil avisé, là, effectivement, l'un des prisonniers lui tire une balle dans la tête. Et s'ensuit donc un balai de la mort assez ridicule, parce que les bandits et les gangsters s'entretuent, mais ils veulent uniquement le faire à courte portée. Donc, soit ils ont des armes, genre des marteaux, des clés à molette, etc. Ou alors, ils ont des pistolets, mais ils se tirent dessus que à bout portant. Bah oui, il faudrait pas endommager les machines, c'est pour être plus précis, je pense.
C'est d'autant plus problématique que il y en a qui se gênent pas et qui tirent dans tous les sens. Oui. Et le bateau s'arrête pas. Au début, tu sens qu'ils sont un peu réticents à tirer dans tous les sens, puis au bout de 5 minutes, Ouais. plus rien à faire. Eh ben, encore une fois, c'est tout à leur honneur de professionnels, parce que moi, j'aurais canardé dans tous les sens. Il n'y a pas moyen que je laisse le mec avec sa grosse masse m'approcher. Non, 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 non. J'ai j'ai des balles dans mon revolver, toi, tu restes à au moins 5 mètres, sinon je te perfore. Donc, le combat a lieu, beaucoup de sang, encore une fois, et c'est au milieu du combat que débarque Alpha. Alpha, c'est l'homme aux yeux agrafés, le mort-vivant. Que nous, jusqu'à présent, on n'avait pas compris qu'il s'appelait Alpha. Du coup, on l'appelait Momiman pendant Oui, notre c'est premier vrai. visionnage. Alpha, du coup, défonce l'un des criminels à coups de poing et l'envoie valdinguer sur 15 mètres en lui explosant le torse. Et on constate également qu'il a une vision infrarouge, comme le Comme le Predator. Predator, ouais. Ouais. Alpha, du coup, va démembrer un à un tous les gens présents dans la salle des machines. Policiers, gangsters, s'il restait des machinistes, ils vont crever aussi. Et le cortège de gore qui s'ensuit est véritablement invraisemblable. Il y a notamment un des prisonniers qui se fait massacrer, et j'ai l'impression qu'on éventre un cubi, tellement il y a de sang qui se déverse. C'est dingue. D'après ce que j'ai lu sur MDB, le réalisateur a dit qu'ils avaient balancé 2 tonnes et demie de faux sang. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. J'ai même du mal à me représenter ce que ça donne 2 tonnes. Ouais. Est-ce que tu as vu Brain Dead de Peter Jackson? Non. Ah. Mais je sais qu'il y a beaucoup de sang déjà. Il y en a une tonne. Et je vous conseille Brain Dead si vous ne l'avez pas vu. C'est un film très petit budget, avec des acteurs qui sont pas forcément très bons parce que c'est un film amateur, mais les effets spéciaux, mouah, c'est un bonheur. Là, du coup, dans Project Wolf Hunting, le fait que tout était réaliste jusqu'à présent et que là, on est un mort-vivant qui transforme tout le monde en fontaine de Trévis de grenadine, c'est assez choquant. Jong-doo, le prisonnier au tatouage, est exécuté à coups de marteau par Alpha, et la plupart des gangsters et des flics y passent. Mais Jong-doo en particulier, son sang coule dans la salle des machines, et ça provoque une panne du groupe électrogène, ce qui met le vaisseau à l'arrêt. Donc, C'est pas de chance quand même. ouais. Après toutes ces balles tirées, c'est 3 gouttes de sang qui causent l'arrêt du vaisseau, quoi. c'est c'est dingue, mais en même temps, ça donne encore une fois au sang une nouvelle propriété que je trouve admirable. C'est vrai qu'on n'est pas dit, mais le sang, c'est un peu un des personnages principaux du film. Ouais. Il devrait avoir un crédit. Do Hill, du coup, prisonnier avec l'air d'un genou. J'ai pas précisé ça, mais la plupart des acteurs, qu'ils soient jeunes ou vieux, qui jouent dans ce film, sont des acteurs de K-drama à la base. C'est des mecs qui jouent dans des séries télé, genre Sous le soleil ou Hélène et les garçons. Et du coup, ils se retrouvent dans ce film. Et si un jour vous allez jeter un œil aux interviews qu'ils font d'eux, il y en a un certain nombre qui sont un petit peu choqués par ce qu'ils ont vu. Et notamment, je me souviens que, je crois que c'est le mec qui fait Do Hill, qui dit on fait pas des films comme ça en Corée. Et je vous le confirme, j'ai jamais vu de film comme ça tout court, mais encore moins en Corée. Do Hill, du coup, attaque Alpha. Et il est aussi rapide qu'Alpha, il est aussi balèze, il arrive à lui tenir tête, ce qui est assez bizarre. Et on voit que Alpha a une espèce de marque sur le torse. Il a comme un patch de prisonnier, sauf qu'au lieu d'être cousu sur la veste, il est tatoué. Enfin, Marqué au fer il est rouge. marqué au fer rouge, quoi. À ce stade, parce qu'il y a un paquet de gens qui sont morts déjà, si on vous avait fait la liste de tous les personnages, vous en auriez coché déjà 80. Les seuls survivants sont le capitaine Lee, l'inspectrice Diane, le vieux papy prisonnier
et Do Hill. Il reste Gunbei et ses sbires, mais vous en faites pas, ça va arriver. On va vite les revoir. Ouais. Du coup, ceux qui sont dans la salle des machines parviennent à fermer un sas devant Alpha. Et du coup, il lui échappe. Ah, cette scène. Au centre de contrôle de Busan, Dae-woong est appelé au téléphone par son supérieur. Et son supérieur lui parle alors qu'il est en train de se faire tailler une pipe. Le supérieur dit à Dae-woong qu'il va devoir intervenir. Et il dit vas-y toi-même, va récupérer notre colis secret. Et il lui dit également qu'il va pouvoir trouver un hélicoptère de l'armée américaine proche de lui. Et je pensais pas que ce serait un running gag de Ciné Snacks, mais on est déjà au 3e film où l'armée américaine laisse un peu traîner ses hélicoptères. Et autant quand c'est Will Smith qui le récupère, je lui dis allez. Autant là, ça devient vraiment n'importe quoi. Et pendant que le supérieur de Dae-woong est en train de l'engueuler, il tue le mec qui était en train de le sucer avec son pénis. Oui, de rage. Il Oui. lui fait exploser la boîte crânienne avec son pénis. Là encore, j'avais jamais vu une scène comme ça dans des films. Et j'ai eu beaucoup de films bien niqués de la tête. Mais j'avais jamais vu ça. Gunbei, qui a fini de ranger les prisonniers dans la chambre froide, arrive dans la cabine où sont gardées les prisonnières. Et je dis gardées, mais du coup elles ont réussi à se libérer et à attacher leur garde à un radiateur. On n'a même pas montré la scène où elles se libèrent parce que de base les policiers sont incompétents. Ça marche comme ça dans ce film. Les 2 officiers, les 2 marins qui ont survécu au massacre tentent de s'enfuir en canot de sauvetage, mais Alpha les rattrape, les tue et puis détruit le canot. Moi je suis un peu étonné. Il y a genre 120 personnes sur ce bateau. Oui. Et quand je vois la taille du canot de sauvetage, est-ce qu'ils rentrent tous ? Oui, mais t'as pas vu le Titanic. Non, mais le Titanic, justement, il y a eu quelques problèmes et du coup les gens se sont dit, et si on mettait suffisamment de canots de sauvetage pour le nombre qu'on est ? Après, il y a peut-être d'autres canaux. Ben, on dirait pas, vu que celui-là est détruit, et après tout le monde a l'air de dire, le canot est détruit. C'est terrible. Le bruit de la destruction du canot de sauvetage alerte l'infirmière qui regarde par la fenêtre. Elle a le temps d'être désagréable encore une fois. Et alors qu'elle regarde par la fenêtre, elle se fait attraper par Alpha et défoncer la gorge. C'est vrai que Alpha qui nous fait aussi sa plus belle Spider-Scène, la tête à l'envers. Oui, oui, il a la tête à l'envers. Je me demande si je vais pas utiliser ça comme visuel pour le thumbnail. C'est vrai que c'est très drôle quand coucou. Le médecin du coup s'enfuit et il tombe sur le capitaine Lee et sa petite troupe. Ils se séparent, le capitaine Lee part tout seul pour retrouver des survivants parce qu'il sait qu'il est dans un film d'horreur et du coup il faut se séparer. Toujours, c'est la règle. Toujours. Pendant ce temps, les autres décident de descendre dans le compartiment secret à la cale pour pouvoir trouver des fournitures médicales. Parce que Papy prisonnier a été touché par un ricochet de balle. Et du coup, il faut lui recoudre la jambe. Au final, c'était plus dangereux pour les gens que pour les machines de tirer dans la salle des machines. Mais bon. Gunbei et ses sbires sont attaqués par Alpha. Alpha est partout, hein. Il se TP, il vente. Oui. C'est... C'est un peu le saboteur, tu vois. Ouais. Hop, il descend, il ressort de l'autre côté. Complètement. Sauf que à aucun moment ils vont essayer de le dénoncer. Personne n'appuie sur le bouton. Du coup, quand Alpha les attaque, seul Gunbei et sa copine survivent à cette rencontre. Il y a une mort très très fun du mec qui se fait écraser sous la porte. Oui, c'est vrai. J'ai bien aimé. Et Alpha, qui jusqu'à présent tuait tout le monde à coups de poing ou à coups de marteau, il récupère un pistolet. Dans la cale, les 2 derniers policiers, le médecin et Do Hill et Papy prisonnier, découvrent les cadavres des 2 gardes ainsi qu'une pile de documents qui expliquent l'histoire d'Alpha. Et si vous pensiez qu'on n'était pas déjà dans un slasher,
Là, on arrive carrément dans Resident Evil. Puisque dans un flashback qui se passe en 1943, on voit un groupe de Japonais qui assistent à la création d'Alpha. Et Alpha se réveille et les massacre tous. Il y a du monde, hein. Ouais. Et quand on a vu le film, on s'est dit, à quoi il sert ce flashback? Eh ben, ils ont tué quasiment tout le monde sur le bateau, il va falloir plus de monde à tuer, du coup faites un flashback avec 15 personnes, et Alpha les bute tous. C'est ça, il restait du temps de film, mais plus grand monde à tuer, donc ils se sont dit comment on fait pour ramener des gens sur le bateau, on va dans un flashback et on lui fait tuer plus de gens. Le flashback se termine avec une transition qui me fait beaucoup marrer de la tête de Alpha. On voit Gunbei et Myungju qui se font attaquer par Alpha dans l'ascenseur, et le capitaine Lee les trouve, il intervient et il sauve Myungju, mais Gunbei meurt. Au-dessus des eaux, l'hélicoptère de l'armée américaine s'approche du bateau. À l'intérieur, Dae-woong et un groupe de soldats s'injectent un sérum mystérieux. Et là arrive un indice qu'on va encore un peu changer de ton, parce que jusqu'à présent, on était passé de thriller à slasher, et là, on arrive dans le n'importe quoi. Quand les soldats, les super soldats commencent à débarquer, dans un film Marvel, je trouve ça logique, mais dans ce film, le drift est total. Et là, on part sur l'arrivée de la société mystérieuse. Oui, sur les mallettes des soldats, il y a marqué Ion Genetics. Même, ils sont tatoués aussi, il me Oui, semble. oui, c'est vrai qu'ils ont des tatouages Ion Genetics. Donc ouais, c'est les soldats d'Umbrella. Lee cache Myungju dans la salle réfrigérée avec tous les cadavres et part affronter Alpha. Il se fait évidemment tuer par Alpha, mais avant de mourir, ce Alpha qui, jusqu'à présent, tuait tout le monde d'un seul coup de poing, a du mal à le tuer lui. Ouais, je pense qu'il est un peu fatigué, parce qu'il a ressuscité, il a envoyé les mecs à 15 mètres, et au fur et à mesure, Ouais. la puissance descend. Je pense qu'il faut qu'il bouffe une banane ou un truc, et ça repart. Peut-être qu'il se repose sur son lit d'Orbiz. Oui, ça va être ça. Et du coup, le capitaine, avant de mourir, parvient à trancher le bras d'Alpha avec ses dents. Encore une fois, on n'est pas des experts, mais je crois pas que ce soit possible de trancher un bras avec des dents. Faudrait qu'on demande à des experts. Mm. Fasse une expérience. Les soldats de l'hélico arrivent sur le bateau, et ils sont visiblement pas là pour filer un coup de main, parce que quand Myungju débarque et commence à leur expliquer la situation, il la bute. Puis ensuite, Daeon arrive et il la bute aussi. D'ailleurs, Dae-woong, quand il voit ces deux nanas, à chaque fois qu'il les tue, on fait ah bla 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 bla, t'arrêtes pas de jacasser. Pour Myungju, je suis complètement d'accord, elle fait que ça de tout le film. Mais Daeon, littéralement, elle dit 2 mots et il la bute. Donc je pense que c'est du sexisme. Peut-être que 2 mots c'est déjà trop, j'en sais rien. C'est alors qu'on apprend que Do-il a également été la victime de Eon Genetics, puisque dans un flashback, on apprend que c'est lui qui a fait en sorte que la police utilise le bateau cargo, parce qu'il voulait être sur le même bateau que Alpha. Et ça, cette scène-là, je ne me l'explique pas. Dans un film où peu de choses ont du sens, ça particulièrement, comment il savait, comment il a fait pour juste dire ah, le transfert en avion marche pas, maintenant mettez-le sur ce bateau. Ils nous ont tout expliqué. Il y avait un bateau dessiné sur l'ordinateur du policier avec marqué approuvé. C'est comme ça qu'on fait. Hein. En réalité, là, c'est l'avalanche des flashbacks dans cette partie du film. Do-il a été capturé il y a bien longtemps par Eon Genetics, et ils lui ont injecté un sérum qui ont fait de lui un surhomme. Ils l'ont laissé pour mort et donné à manger à des cochons, mais il s'est réveillé et il est parvenu à s'enfuir. Cependant, Eon Genetics a envoyé Dae-woong pour le tuer, et dans sa traque, il n'a pas trouvé Do-il, mais il a tué sa femme et son fils. Au milieu de cette pile de flashbacks, Alpha arrive, et le massacre peut recommencer.
Les soldats d'Eon Genetics sont tués par Alpha et par Doyle. Les deux sont aussi balèzes l'un que l'autre, donc c'est logique. Et Daewoo, à ce moment-là, révèle qu'il est également un super soldat. Tout le monde est un super soldat. Lui aussi a Tout le un... monde a pas ses hommes parce que eux, ils sont des moyens soldats, je pense. Oui. Je sais pas pourquoi il les a pris au final, hein, parce qu'ils se font buter tous en 20 secondes et lui, il fait le boulot tout seul. Mais bon. C'est peut-être pas piloter l'hélicoptère. Et Daewoo, du coup, comme c'est un super soldat, il attrape Alpha et il le tue en lui tranchant le tendon d'Achille. Oui. Enfin, encore une fois, je suis pas un médecin, mais on tue pas les gens en leur tranchant le tendon d'Achille. Il me semble qu'il lui coupe pour qu'il tombe, puisse plus marcher et après il le finit. Ben, il lui tranche la tête, mais avant de ça, il dit « Ah, il est mort !» Ouais, non, mais c'est une expression quoi. C'est peut-être une expression coréenne. Ou alors, est-ce que c'est une référence à Achille, du coup? J'en sais rien. À ce stade du film, je suis juste là pour vibe. Ça n'a plus aucun sens, de toute façon. Au même moment, le docteur et le papy prisonnier tentent de prendre le contrôle de l'hélicoptère en braquant un flingue sur le pilote. Mais dans un twist, encore jamais vu dans Ciné Snacks. Le plan échoue. Ils ne parviennent pas à voler l'hélicoptère de l'armée américaine. Et après un échange de coups de feu avec le pilote, le docteur, le papy prisonnier et le pilote, les trois meurent. Donc voilà, quand Will Smith dit « Qu'est-ce que vous allez me faire? Me tirer dessus ?» Oui, c'est peut-être ce qu'ils auraient dû faire à ce moment-là. Il ne reste donc que Daewoo et Do-il sur les 130 personnages qu'on a vus sur ce bateau. Ouais, à peu près, ouais. Qui s'affrontent à coups de couteau. Dans leur lutte, ils passent par-dessus bord, mais Do-il parvient à poignarder Daewoo. J'imagine qu'il le tue, mais... rien n'a de sens. Rien n'a de sens, et c'est des super soldats, donc qu'est-ce que tu veux faire? Épilogue. Sur une île du Pacifique, on revoit le supérieur de Daewoo, celui avec le kiki d'acier. Oui. Et il se déplace dans une prison qui a l'air remplie de prisonniers mi-hommes, mi-animaux. Donc c'est un peu tous des alphas. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais Alpha est moitié loup. Oui, c'est vrai. Ah putain, on aurait dû le préciser. On va le faire maintenant. Ils expliquent que dans les flashbacks de la Seconde Guerre mondiale, que Alpha a été croisé avec un loup. Et c'est pour ça qu'il est 5 fois plus fort qu'un humain normal. Et qu'il peut entendre les sons et également voir dans l'infrarouge, comme les loups. Probablement, je suis pas expert en loup. Moi non plus, mais je te garantis que non. Dans ces cages, il y a des hommes mi-hommes, mi-animaux. Il y en a un qui fait des cris de jaguar. Et dans la dernière cellule qu'ils visitent, on découvre alors que le fils de Do-il est toujours vivant. Il n'a pas été tué par Daewoo. Plot twist. Oh là là. On apprend également que le supérieur au kiki d'acier faisait partie des prisonniers sur lesquels les Japonais ont expérimenté. Ok. Et le film se finit en montrant que Doyle a survécu au naufrage et il débarque sur une plage abandonnée. Une plage bien dégueu d'ailleurs. Ouais. Les détritus partout, c'est pas ouf. Je sais qu'on termine un peu sur un cliffhanger, mais il va y avoir une suite à ce film. Et si notre chronique vous a pas convaincu, donnez une chance à ce film et vous verrez que vous aussi, comme nous, vous serez très excités à l'idée de cette suite qui sort en 2025. Espérons. Il y a tellement de questions qui sont soulevées et où on n'a pas les réponses à la fin. Et là, on reste un peu sur notre frustration. Là. J'ai peur qu'il soit pas à la hauteur. Parce que la première fois qu'on a vu Project Wolf Hunting, on était comme des dingues. On s'est dit, mon Dieu, mais quelle brutalité. Mais même s'il est aussi bien, vu qu'on a plus la surprise de... On s'attend à quelque chose là déjà, donc ça pourra pas nous faire le même effet, je pense. À moins que ils partent sur un truc totalement différent et qu'on soit surpris. Est-ce qu'ils vont faire comme Joker 2, partir en comédie musicale? Peut-être, qui sait. Je l'espère. J'imagine bien les chansons.
Go, c'est l'heure des bullet points et j'ai sorti une bière pour si vous entendez du bruit, c'est moi. Il faut ce qu'il faut. Du coup, Laurent, le concept des bullet points, c'est que si tu étais chargé d'écrire sur la jaquette du DVD de Project Wolf Hunting, qu'est-ce que tu mettrais pour donner aux gens l'envie de voir ce film? La brutalité. C'est important de le C'est préciser. important la brutalité. On l'a dit, le sang est un personnage à part entière. Le sang fait évoluer l'histoire et en même temps propose quelque chose. Vous avez très rarement vu du sang comme dans ce film. Personnellement, j'en ai jamais vu comme dans ce film. Mais... Ouais. Non, c'est dingue. Ce film est le premier film genre fluide que je vois, puisque, comme on l'a dit, il démarre avec un thriller, il continue sur un film d'horreur, il termine sur une baston de super-héros. Et ça, je l'ai jamais vu ailleurs. C'est un mélange. Mais c'est peut-être ça l'hyper-réalisme. Oui. C'est tellement marrant. Il faudrait un jour que je présente Project Wolf Hunting à quelqu'un en lui disant juste « Oh, regarde, ça, c'est un film... C'est un film hyper réaliste. Regarde-le, tu m'en diras des nouvelles. » C'est un film qui... Comment dire... Quand je te l'ai montré, je me souviens que je t'ai juste dit c'est un film qui apparemment est très brutal. Et on l'a regardé en n'en sachant rien et c'était génial. Ouais, petits indices sur ce qui va se passer après. Là, c'est vrai que la première fois que j'ai vu Mommy Man, je me suis dit, oh là, ça va partir en film de zombies, ça. Comment ça se passe? Ouais, bah c'est cool, ça te permet en fait de pas être trop perdu, alors que tout part en couille en permanence, mais tu t'y retrouves. L'avantage, c'est que tous les persos meurent très très vite, donc on arrive à se concentrer sur les 4-5 qui restent. On peut le préciser, ça. Un kill count, comme peu de films en ont. Il y a 130 personnes qui meurent dans ce film. Et elles meurent tous une par une. Hein. Il n'y a, pas de la triche de bon, on envoie une requête dans un truc. Oui, non, c'est pas on tue 50 personnes. Non, c'est pas le soldat Ryan où ça dézingue. Non, non, non. Et il y a beaucoup de morts qui. On n'avait pas le temps de toutes les souligner, mais il y a plein de prisonniers complètement anonymes. Notamment, il y en a un qui ressemble à Metallica. on le salue. qui se fait dépioter, mais tous les prisonniers ont un peu leur mort personnalisée. Ouais, ils arrivent à trouver un truc différent à chaque fois. Ouais. Très très fun. Je mettrais aussi les 30 policiers triés sur le volet, le meilleur des meilleurs. Parce que 50 plutôt. 50 même. Bah, c'est vrai qu'il y a 47 prisonniers, donc il y a 50 policiers. Et ouais, c'est vrai qu'ils sont très impressionnants, c'est vraiment important de les voir. Ah oui, gros boulot de la police coréenne. Alors, je pense qu'ils sont très contents de la façon dont ils sont représentés. Ça fait depuis Taxi que j'ai pas vu des policiers aussi glandos. Là, je pense que tous les autres pays les envient, quoi. On parlait tout à l'heure du film Predator et du fait que Alpha soit un petit peu un Predator au rabais. Mais ce film m'encourage à me dire si à la fin de Predator le film était parti en comédie musicale, je l'aurais pas vu venir. Project Wolf Hunting ne part pas en comédie musicale. Pour l'instant, peut-être le 2. Peut-être le 2. Imagine le 2. Le générique commence, ça part en comédie musicale. Ouais, bah écoute, on a déjà eu Joker, on verra si Project Wolf Hunting vaut le coup. Enfin, Project Wolf Hunting 2 vaut le coup. Déjà, je tiens à dire un truc. Dans notre chronique de Rikio, j'ai dit qu'il y avait un Rikio 2, et je l'ai vu. Vous pouvez passer votre chemin. Je l'ai vraiment trouvé sans intérêt. Voilà, donc je mets ça comme dernier bullet point. Ne regardez pas Rikio 2. Allez, on va terminer cette chronique. On vous souhaite à tous une bonne journée. Bonne journée.